Bonjour à tous, je vois que les participants se connectent au fur et à mesure. Donc, bienvenue au jeudi Occitanie, donc le rendez-vous des soins oncologiques de support en Occitanie. Donc, il s'agit de la session numéro 7 qui va être dédiée à l'activité physique et au cancer. Donc, cette session webinaire va durer 1 heure, de 13 h à 14 h. Je vais présenter rapidement donc, le programme. La première intervention sera menée par le docteur Marc Labrunet, qui va nous parler du parcours en activité physique adapté des patients atteints de cancer avec les points de vigilance qu'il va nous remonter. Vous aurez donc un temps d'échange juste après de 10 minutes. Donc, Marc Labrunet répondra à vos questions que vous aurez posées dans l'onglet questions-réponses, excusez-moi. Dans un deuxième temps, la deuxième intervention sera menée par le professeur Grégory Nino de Montpellier, qui va nous faire un inventaire régional des financements des activités physiques durant le parcours de soins des cancers. Un temps d'échange dédié aussi derrière de 10 minutes pour une fin de session à 14 h. Et on va essayer de tenir les timings. Donc, il est 13h04 et je passe du coup la parole au docteur Marc Labrunet pour son partage d'écran. Eh bien, écoutez, merci pour cette introduction. Donc, je suis très content de participer à ces jeudis donc Occitanie. Donc, on a, avec mon collègue Grégory Nino, décidé de vous parler d'activité physique adaptée et de deux sujets un peu plus précis. Et moi, je me suis chargé en gros de vous donner mon point de vue médical sur les parcours particuliers de ces patients atteints de cancer, et en particulier les points de vigilance à retrouver. Donc, en l'espace d'une douzaine de diapos, je vais essayer de vous donner mon point de vue et évidemment, après, vous pourrez me poser des questions sur ces domaines. Alors, moi, je suis médecin rééducateur. Je me suis occupé de l'unité d'onco-réhabilitation quand j'étais sur Toulouse et je travaille plutôt sur Tarbes actuellement avec des parcours autour du cancer également. Voilà, je vois des gens qui sont en cours de cancer, après le cancer, même parfois avant. Voilà un peu le parcours que je fais. Donc, déjà, pour dire les choses, et on ne va pas vraiment détailler ce point-là, mais il faut dire que l'activité physique adaptée est vraiment probablement l'une des meilleures techniques non médicamenteuses, thérapeutiques non médicamenteuses que l'on a à disposition. Alors, si on prend des éléments factuels sur des critères durs comme la mortalité, on se rend compte que quand même pas mal de cancers que l'on connaît sont améliorables d'un point de vue de leur pronostic par une activité physique. Donc, c'est un travail qui avait été fait récemment sur une méta-analyse et qui regroupait déjà les données que l'on avait là-dessus. Alors, il faut quand même être critique sur ces éléments-là. Souvent, nous sommes sur des études qui sont non randomisées, parfois rétrospectives. Donc, voilà, avec toutes les réserves que l'on a liées au fait que les techniques non médicamenteuses sont d'une méthodologie particulière pour prouver les choses. On n'est pas sur du médicament et donc le placebo est difficile d'être fait dans ces techniques-là, mais quand même, on peut dire que l'activité physique adaptée, c'est quelque chose d'assez rentable pour ces patients. Évidemment, au-delà des critères durs comme la mortalité, on a bien sûr une amélioration que vous connaissez des symptômes de ces patients qui est assez appréciable. Et donc, c'est vraiment dommage de s'en passer, surtout que ça ne coûte pas très cher. Et donc, c'est pourquoi ce sujet est intéressant aujourd'hui. Alors, je vous dis que finalement l'activité physique c'est intéressant, mais malgré tout, on a du mal quand même à l'implémenter dans les parcours de santé. Et c'est un travail récent là, que j'ai repris, qui a été fait sur le cancer du sein par une équipe parisienne. L'intérêt c'est qu'elle a testé à 2 ans et à 5 ans après un diagnostic de cancer du sein et un traitement initial, que devenaient ces patientes, et on se rend compte que quand même on a à environ la moitié de ces patientes qui sont inactives à distance du cancer du sein. Donc, probablement qu'on a encore pas mal d'efforts à faire pour faciliter les parcours de ces patients et faire en sorte que ces patientes ces patients soient plus actifs dans le temps. Il faut voir que dans ce travail, le fait de refaire de l'exercice, ceux qui faisaient de l'activité physique, avaient globalement une meilleure maîtrise des complications de leur cancer post-traitement et globalement une meilleure qualité de vie. Donc, c'est intéressant de voir que c'est efficace et donc il faut plutôt promouvoir ce type de soins. Alors, si on en vient aux recommandations, très rapidement, il faut voir qu'on peut classer les catégories des gens finalement en 4 grandes catégories. Les patients peuvent être classés selon le fait qu'ils soient actifs physiquement ou selon qu'ils soient
sédentaire, c'est-à-dire le fait d'être assis. Hein, c'est ces deux paramètres qu'on va repérer. Donc, dans la catégorie verte que vous avez ici, ben, évidemment, c'est la situation la meilleure. Le patient est actif physiquement et il passe un temps assis relativement limité dans la journée. Et jusqu'aux catégories rouges, qui est donc un patient qui ne fait pas d'activité physique et en plus est souvent très assis. Deux catégories intermédiaires qui sont à risque relatif plus limité, mais qui ne sont pas totalement optimisées d'un point de vue de la maîtrise de leur facteur de risque, qui est l'inactivité physique et la sédentarité. Donc, c'est important de bien comprendre qu'il y a deux paramètres, l'activité physique et la sédentarité, qui sont à prendre en compte quand on évalue ces patients. Alors, les recommandations, on les décrit globalement sous forme de pyramide, et comme vous le savez, l'intensité est celle qui permet de discriminer souvent le type d'activité physique au quotidien entre les activités légères qui correspondent globalement à ne pas rester assis, être debout et bouger dans la journée, jusqu'aux activités plus modérées qui sont vraiment les activités d'endurance que l'on connaît bien, qui doivent normalement totaliser au minimum 150 minutes par semaine, voire plus dans certains cancers pour optimiser encore plus la réponse, avec une sorte d'effet dose-réponse dans ce volume finalement d'activité physique modérée, et d'autres éléments qu'il faut signaler également, comme l'équilibre, en particulier si les gens sont un peu plus âgés, le renforcement musculaire de la même manière, et les étirements musculo-articulaires. Donc vous voyez le panier, je dirais juste entre le léger et le modéré, de ce qu'il faudrait faire pour essayer d'optimiser la santé. Quant aux activités les plus intenses, comme le sport, qui, après un cancer, n'est pas interdit, évidemment, il est plutôt intéressant de proposer ce genre d'activité. Elles se font après médical de manière systématique et elles requièrent une vigilance particulière après le cancer. Bien sûr, cela doit s'individualiser selon les capacités physiques des sujets, les éléments de comorbidité qu'il peut avoir et cette notion de plaisir qu'il peut avoir à pratiquer une activité physique. C'est un élément qui module beaucoup la manière de programmer les activités physiques d'un sujet. Alors, comment on évalue ces patients d'un point de vue médical? Et je crois que j'y tiens, je pense que c'est un médecin qui doit orienter ces patients initialement. Alors, ça peut être le médecin généraliste, ça peut être le cancérologue ou un autre médecin qui voit le patient dans le parcours. Globalement, l'enjeu général de cette évaluation, c'est favoriser la pratique des recommandations. Vous avez vu un peu l'état des lieux, pour limiter les conséquences d'un cancer. Donc, au final, on peut être en situation de avant-cancer, ça peut arriver, avant un traitement de cancer, c'est plus rare, mais ça peut arriver. On peut être pendant les traitements initiaux, et le plus souvent, c'est là où il ne faut pas louper ces gens-là, c'est à la fin, à l'issue des traitements, quand les gens se sentent un peu sortis de la phase initiale, ne pas louper ce rendez-vous très important pour orienter leur prise en charge en activité physique adaptée. Donc, globalement, ce qu'un médecin va devoir faire, c'est qu'il va devoir établir les objectifs de cette activité physique. Ça correspond un peu ou prou à ce qu'on appelle un bilan éducatif qui doit aboutir à déterminer un peu le plan d'action et pourquoi on le fait. Donc, c'est important, d'une part, peut-être de réduire ses symptômes, s'il y en a, de réduire son risque de santé. Je vous ai dit qu'il y avait moins de mortalité après une pratique d'activité physique régulière. Donc, ça peut être un élément motivant à un patient d'éviter une récidive. Améliorer sa qualité de vie ou alors favoriser une réinsertion professionnelle, familiale, sociale, que sais-je. L'activité physique peut être vraiment un tremplin pour passer à un après-cancer de manière plus efficace et avec un peu plus de facilité. Et enfin, c'est fixer les éléments de la prescription. Alors, tout le monde n'est pas spécialiste en termes de prescription d'activité physique, c'est clair, mais on a des éléments qui existent maintenant en France pour faciliter cette prescription. Il n'y a pas besoin d'avoir trop de connaissances pour établir un programme qui, globalement, va répondre à l'acronyme FIT, fréquence, intensité, temps et type d'activité physique. Vous connaissez cet acronyme FIT. Mais ce n'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui, puisqu'on n'a pas le temps de voir ces éléments de prescription. On va insister vraiment sur les éléments d'évaluation et les points de vigilance que vous devez avoir en tête. Alors, le premier point de vigilance que vous devez avoir, c'est déjà quel est le profil d'activité physique du patient. Alors, une manière très simple d'estimer ça, un peu classique, on va dire, c'est tout simplement d'utiliser des questionnaires d'activité physique. Ces questionnaires d'activité physique sont souvent rapportés dans la littérature. Est-ce qu'ils sont réellement utilisés dans la pratique? Je dirais peu souvent. Et si on levait la main là autour de notre webinaire, je ne suis pas sûr que vous les utilisiez souvent. Nous, on a tendance à les utiliser, mais on va dire qu'on est d'un profil un peu biaisé. Donc, c'est le score de Richie-Gagnon qui est le score le plus simple, avec un scoring, un cut-off qui permet de vous dire à un patient s'il est actif physiquement ou inactif. C'est pas mal comme tri.
Vous avez tout ce qui est journalier finalement d'activité physique, enfin, un semainier d'activité physique avec l'établissement du score d'IPAC, qui est un peu plus complexe à réaliser, mais qui est un peu plus fiable en termes de dimension de mesure. Voilà, au-delà de ces questions d'activité physique qui vous sont accessibles, vous avez quand même, et c'est la modernité de le dire, c'est tous les éléments d'accélérométrie que l'on a maintenant à disposition de nos patients. Et c'est vrai que nous, on utilise beaucoup ce genre d'applications qui sont gratuites. Je vous ai mis une qu'on utilise beaucoup et que je pense que vous pourriez regarder, c'est l'application Google Fit qui se télécharge sur un téléphone tout simplement et que les patients peuvent utiliser, mettons, sur une semaine donnée, voire sur un mois donné. Et ça vous permet de voir quand même les éléments et sur la podométrie pure, c'est-à-dire le nombre de pas par jour, mais également sur des activités avec une intensité un peu plus importante. Ça vous permet de trier ce type d'activité physique. Donc, c'est très intéressant de faire ce genre de choses. Ça vous permet de trier les patients donc, entre actifs et sédentaires, évidemment, enfin, les deux paramètres dont on a parlé tout à l'heure, et de classer votre patient parmi les 4 catégories. Le deuxième paramètre qu'il faut tester, c'est évidemment quel est le niveau d'aptitude physique de ce patient. Alors, une manière simple de l'estimer, c'est tout simplement de faire des tests physiques. Alors, le test physique qu'on utilise, nous, le plus souvent, donc en milieu plutôt de centre de santé, on est plutôt autour du test de marche sur 6 minutes. Pas très compliqué à réaliser, il faut un coureur de 30 mètres plat et on fait des allers-retours en mesurant évidemment chaque 3 mètres, mettant un cut-off, un repère qui permet d'estimer la distance parcourue. Et on a comme ça des abacs permettant d'estimer la norme d'un patient. Donc c'est pas mal d'avoir ce genre d'évaluation. On a une alerte en particulier quand le patient est en dessous de 350 mètres parcourus, donc ça avait une vitesse à 3,5 km/h sur une vitesse de marche, et ou s'il désature au cours d'un effort. Voilà un élément qui peut vous inquiéter et vous orienter sur un bilan un peu plus spécifique. Deuxième truc qu'on peut faire également, qui à mon sens est assez facile à faire, encore plus peut-être que le test de marche sur 6 minutes, et notamment pour les gens qui sont plus âgés, au-delà de 65 ans, c'est le SPPB, le Short Physical Performance Battery, et qui permet d'avoir une alerte, en particulier si les gens ont un scoring en dessous de 7 sur 12. Ça évalue globalement l'équilibre, le test assis debout sur une chaise et la vitesse de marche de repos. Et ça permet comme ça de scorer ces patients et d'avoir une orientation plus particulière si le SPPB est chuté vers des services plus adaptés. Quand ces éléments d'alerte sont présents, ou si, évidemment, il y a des symptômes qui deviennent évidents à l'interrogatoire comme des éléments d'inquiétude, j'ai mis la dyspnée, j'ai mis les douleurs thoraciques, j'ai mis les palpitations, ou des facteurs de risque cardiovasculaire qui ne sont pas maîtrisés, voilà, ou des antécédents cardiovasculaires, c'est là où l'intérêt peut se faire d'une épreuve d'effort et plutôt de type cardiopulmonaire que l'on peut pratiquer pour ces patients, que vous avez un accès assez facilement autour de vous quand même, dans chacun des départements, pour essayer d'établir c'est un tableau de déconditionnement musculaire pur, qui a des catégories, des caractéristiques bien claires, un pic de VO2 bas, le premier seuil qui est bas, une fréquence cardiaque de repos élevée, une récupération fréquence cardiaque qui est plutôt lente, ou alors des comorbidités que vous démasquez par ce type de test. Voilà, je parle des cardiopathies, ça peut être une insuffisance respiratoire, ça peut être ce qu'on appelle un syndrome d'hyperventilation ou que sais-je, d'autres profils cliniques qui sont classiques après la survenue d'un cancer et qu'il faut savoir dépister. Je vous ai mis les éléments que l'on considère comme la sévérité autour d'un pic de VO2. On considère que le pic de VO2 est très diminué jusqu'à 65-70%. Il peut diminuer jusqu'à 65-70% de la norme. Il devient très diminué quand on passe en dessous de 50% de la norme. Donc, où là, on comprend complètement les symptômes d'un patient et où, effectivement, le handicap est important. Troisième point qu'il va falloir regarder sur les points de vigilance, c'est le profil de risque du patient. On en a déjà un peu parlé, mais en particulier s'il y a un risque cardiovasculaire avéré, est-ce qu'il y a une maladie coronarienne connue, est-ce qu'il y a de l'insuffisance cardiaque? Vous savez que les chimiothérapies sont à l'origine d'un bon nombre d'insuffisances cardiaques systoliques, notamment à distance des traitements par chimio. Donc, c'est quelque chose qu'il faut savoir repérer et détecter le plus précocement possible, puisque c'est traitable. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque cardiovasculaire? Je souligne en particulier tout ce qui est hypertension artérielle, le diabète, en particulier sur la notion d'effort et diabète, c'est important de l'avoir repéré. Et s'il y a d'éventuelles addictions, c'est important, tabagisme, alcool, sont des situations qui sont assez fréquentes du coup, après cancer et qui demandent du coup une orientation médicale bien particulière au-delà de la pratique d'une activité physique.
Est-ce qu'il y a un risque nutritionnel, en particulier les situations de dénutrition? Je vous rappelle qu'il est plutôt contre-indiqué de faire de l'exercice physique quand vous avez une dénutrition avérée. Il faut d'abord compléter la nutrition, la restaurer, et après mettre en place une activité physique d'endurance comme elle doit se pratiquer. C'est un stress physique, donc il faut se méfier toujours de cet élément de dénutrition. L'anémie sévère, c'est un élément aussi à repérer parce qu'il y a peut-être des choses à faire avant de se mettre à faire une activité physique régulière. Les chimiothérapies qui sont en cours, donc c'est tous les patients qui sont en cours de traitement. Là encore, c'est des situations qui peuvent parfois être instables du fait des effets indésirables des chimiothérapies. Donc c'est quelque chose qui doit vous alerter et faire recours à une équipe qui peut donner son avis là-dessus et encadrer le patient. Un syndrome douloureux non bilanté, là également, eu un point d'alerte, c'est-à-dire on ne sait pas d'où vient cette douleur, elle n'a pas été vraiment bilantée, et attention à une pratique d'activité physique qui serait proposée sans avoir mené le bilan dans son exhaustivité. Des déficiences respiratoires, et enfin les déficiences neurologiques, où là, il y a des schémas particuliers d'activité physique à proposer, et donc là, encore un point de vigilance important pour orienter les patients vers des filières d'évaluation plus spécifiques. Quand on a fait le bilan des profils de risque, évidemment, c'est là qu'on établira les besoins de thérapeutiques qui soient donc médicamenteuses ou non médicamenteuses, au-delà de l'activité physique adaptée. Donc, c'est là où on va pouvoir cadrer ce patient et lui proposer toute une gamme de soins adaptés à ses complications post-cancer. Le quatrième point de vigilance, c'est quel est le profil de motivation du patient. Et très rapidement, je ne vous les détaillerai pas, mais c'est tout ce qu'on sait des grilles de Prochaska, du stade de motivation, entre un patient qui ne sait pas pourquoi il faut faire de l'activité physique jusqu'à un patient qui a complètement compris et qui simplement a besoin d'être un peu aidé dans la mise en œuvre de ce programme, voire quelqu'un qui est en rechute, c'est-à-dire qui faisait mais qui ne fait plus, et donc sur lequel on va avoir des actions, des stratégies d'intervention qui ne seront pas les mêmes. Et ce n'est pas évidemment aussi simple que d'écrire sur un papier, faites de l'activité physique. Voilà, il faut savoir faire ce qu'on appelle les entretiens motivationnels. C'est une stratégie, ça s'apprend, pour arriver à faire en sorte que ce programme d'activité physique soit le mieux réalisé. Cinquième point, c'est évidemment quels sont les facteurs limitant le projet d'activité physique. J'en ai mis 3. Les premiers sont les éléments physiques. Plus, évidemment, c'est difficile de bouger, c'est-à-dire que ça crée un inconfort, donc l'intolérance à l'effort, les douleurs, l'asthénie, les déficiences neurologiques, l'obésité. Plus physiquement c'est difficile de bouger, plus il y a un risque évidemment que le programme d'activité physique ne soit pas bien conduit et qu'il s'amène à être un échec. Les limites peuvent être aussi d'un ordre psychique, avec pourquoi pas des méconnaissances du bénéfice, l'inactivité physique qui est ancienne, mais aussi des éléments plus psychosociaux avec la dépression, l'anxiété, la peur de l'activité physique, ça peut arriver souvent, et enfin des éléments socio-environnementaux comme la précarité économique, l'isolement social que vous connaissez comme étant des éléments qui, en général, entraînent les gens vers l'inactivité physique. C'est assez classique, mais ces patients-là, pareil, auront besoin d'être encadrés et avoir une stratégie, on va dire, d'autant plus médicale que les besoins les problématiques sont physiques et psychiques, et d'autant plus, on va dire, associatifs que les besoins sont peut-être plus socio-environnementaux, économiques, où là, on a besoin d'un cadre un peu plus léger, on va dire, pour une pratique adaptée pour ces patients. Donc, globalement, je passerai sur ça. Ne pas oublier que ce patient, il a des déficiences connues, mais nous sommes dans un cadre plus large d'environnement donné d'un patient, de facteurs personnels, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il sait de sa maladie, voilà, et un patient qui va devoir être vu dans une idée d'autonomie personnelle, voilà, et d'un rôle social pour favoriser cette réinsertion la plus optimale possible. Ne pas oublier ce schéma qui est un peu clé, on va dire, qu'on veut évaluer ces patients de manière globale. C'est pour ça que je vous l'ai remis, vous pouvez le regarder. C'est l'exemple, par exemple, d'un cancer du sein qui aurait éventuellement d'autres déficiences associées, comme des complications ou des comorbidités, et vous voyez, qui peut donner différents profils, au final, de rôles sociaux à la fin. Pour un même tableau de déficience, vous n'avez pas forcément la même restriction de participation. Tout ça, c'est bien connu, mais c'est pratique de le rappeler. Au final, pour finir, je rappellerai un peu ce qu'on a essayé de travailler sur l'Onco-Occitanie. C'est une fiche d'orientation sur l'activité physique. C'est un travail qu'on a fait il y a un peu plus d'1 an, 2 ans même, et qui donc résume un peu ce que je vous ai dit, c'est-à-dire à partir d'une auto-évaluation de l'activité physique, c'est-à-dire un questionnaire de Ritchie-Gagnon, on va déterminer 2 profils, actifs, non actifs, et puis on va décliner sur les facteurs de risque liés à l'activité physique.
et vous les reprenez là, les facteurs de risque, donc avec l'anémie, les antécédents cardiopulmonaires, etc., les plaies, on oubliait, les déficiences neurologiques, la dénutrition, les déficits immunitaires, etc., etc. Donc, s'il y en a, évidemment, on va plutôt être avec un médecin spécialiste de l'exercice qui va aider à l'orientation du patient dans l'activité physique. S'il n'y en a pas, à ce moment-là, on va être plutôt sur la détermination des freins à la pratique. Et si ces freins sont surtout physiques, on va être plutôt sur un secteur sanitaire pour orienter ce patient, par exemple de la kinésithérapie, par exemple des soins de suite réadaptation. Si le patient a peu de freins physiques et finalement il est plus sur des freins motivationnels, psychologiques ou socio-environnementaux, on va être plutôt sur des secteurs non sanitaires, associatifs par exemple, ou des activités physiques complètement autonomes. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce patient doit être réévalué dans son programme d'activité physique et on va retester ses niveaux d'activité physique. On dira tous les 3 à 6 mois. Ça peut être tout à fait le rôle de médecin généraliste quand il revoit son patient 3 à 6 mois plus tard. Alors, qu'est-ce que vous devenez? Est-ce que vous êtes actif physiquement? Est-ce que réellement ça a changé quelque chose? Est-ce que les symptômes se sont améliorés? Est-ce que voilà, le programme est efficace ou pas? Voilà l'intérêt de réévaluer ces patients. Voilà, je vous ai à peu près brossé l'essentiel de ce que je voulais vous dire et j'ai 5 minutes, puisque le temps a passé, pour répondre à vos questions. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous, donc Grégory Nino, je vais faire l'animateur. Donc pour celles et ceux qui souhaitent poser des questions directement dans les chats, je pourrais les poser directement à Marc qui va répondre. Peut-être pour rentrer dans le vif du sujet, Marc, où est-ce qu'on trouve ce document qui a été réalisé sous notamment le pilotage d'Éric Bovin, donc qui a été réalisé par le réseau Onco-Occitanie? Est-ce qu'on peut le télécharger? On peut le télécharger sur le site donc Occitanie. Il y est sur l'élément. Alors j'aurais pu vous le mettre. Il y a une deuxième fiche qui est le score de Richie Gagnon d'ailleurs, qui est fait. Pour l'instant, ça reste 2 fiches. On avait été jusqu'à imaginer une auto-évaluation du patient sur le site, etc. Mais on ne l'a pas encore fait. Pour l'instant, c'est resté 2 fiches isolées. Voilà. Donc ça, vous pouvez les télécharger sur le site Occitanie. On vous les donnera, si vous voulez, en retour de mail pour les participants de la session. Extra. On est 46 participants. Avez-vous des questions dans le chat? Je n'en vois toujours pas. Peut-être une question aussi un petit peu générale. Marc, tu as évoqué plutôt l'après-cancer. Est-ce que aussi durant la phase des traitements, est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être mis en place? Comment ça se passe? Parce qu'effectivement, parfois, il y a des centres qui peuvent faire des recos, des bilans. Comment ça se passe pour toi en routine pratique? Puisqu'on se veut là faire des questions-réponses très pratico-pratiques. Ouais, alors le pendant cancer est tout à fait possible. D'ailleurs, c'est recommandé dans la plupart des guidelines internationaux, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Le problème, c'est d'arriver à avoir la bonne réponse en fonction de la symptomatologie. C'est toujours plus délicat que l'après-cancer, je trouve. C'est-à-dire que c'est des situations un peu plus instables où les patients ont beaucoup de rendez-vous. Il est difficile de les capter souvent sur ces thématiques-là. Mais je dirais que en fait, il existe plein de solutions. Nous, sur Toulouse, par exemple, on avait ce qu'on appelait la CAMI, par exemple, qui était assez présente sur l'Oncopole et qui faisait des prises en charge per-cancer sans problème. Donc, il n'y a pas de limite, je dirais. Simplement, c'est plus des précautions quand il y a des symptômes invalidants. Je veux parler, bien sûr, des nausées post-chimio, des effets indésirables éventuels qui sont plus fréquents quand même pendant les cancers qu'après cancer, on est plus sur l'ordre de séquelles ou de choses qui sont persistantes et sur lesquelles on aura des réponses un peu différentes. Mais pendant le cancer, on va dire que c'est une phase importante, mais il ne faut pas non plus trop tirer sur la ficelle, je dirais, quand les situations sont vraiment invalidantes au quotidien. En gros, un patient qui est fatigué, stressé, il n'est pas toujours utile de lui imposer de faire un programme qui est quand même souvent difficile à maintenir. Donc, on va être sur des choses à minima. Donc, c'est les conseils de base, c'est du renforcement musculaire, ne pas rester assis, voilà, marcher dans la limite du raisonnable. Et quand les jours sont mieux, notamment à distance des chimios, à distance des traitements un peu invalidants, c'est d'essayer d'en faire un petit peu plus. Voilà. Et souvent, ça aide les patients à passer le cap, ça les motive, ça réduit la fatigue, ça peut réduire certains symptômes. Mais attention de ne pas être jusqu'au boutiste sur ces situations, parce que parfois, il y a des situations un peu délétères sur lesquelles il faut se méfier de vouloir trop faire aussi. Voilà. Benoît Maury s'intéresse évidemment avec la stratégie nationale sport santé 2019-2024 à la place des maisons sport santé dans ces organisations, dans ces dispositifs. Tu en penses quoi? Alors, maison sport santé, c'est très variable selon les régions. Moi, j'ai un exemple ici sur Tarbes où on n'est pas encore tout à fait dans l'idée de la collaboration sur ces domaines post-cancer ou per-cancer.
tu vois. Donc, je sais que dans d'autres situations, ce n'est pas du tout le cas et il y a une motivation particulière à prendre en charge ces patients. Donc, encore une fois, c'est très hétérogène, mais je crois qu'il y a un vrai intérêt à travailler ensemble sur ces domaines. Mais ça dépend en fait de l'organisation locale, je dirais, et de la vraie collaboration, je dirais, entre le secteur sanitaire et ces secteurs-là. Tout ça, ça vient d'un bon échange et de savoir un peu comment ça peut communiquer les éléments. Les parcours isolés, comment dire, un peu chacun dans son côté, c'est toujours difficile, je pense. Parce qu'il y a des vraies questions qui se posent des fois pour des situations pratiques et c'est bien d'avoir des allers-retours. Donc, il y a un vrai maillage et notamment peut-être que cette fiche permet de déjà démarrer un premier maillage entre les professionnels. Élodie Quesnel pose la question autour des ressources à part. C'est évidemment quelque chose de tout à fait indispensable. Est-ce qu'un jour ou l'autre, on aura un annuaire de l'activité physique sur les territoires ou sur l'Occitanie au sens large? Alors, c'est une très bonne question parce que c'est justement l'objet de notre travail sur le groupe activité physique cancer. Donc, initialement, on avait dit on fait une fiche pour cadrer les gens dans l'orientation, parce qu'on avait l'impression qu'il fallait dire des grandes choses comme ça pour pouvoir avoir une certaine homogénéité d'orientation. Et la deuxième étape qui était évidemment associée, c'était de communiquer sur qui, comme ressource, qui on peut avoir près du patient. Je dirais en fonction du code postal du patient, pour faire simple, un annuaire qui permette d'identifier les acteurs potentiels pour orienter ces patients. Et ça permettait d'être vraiment dans la totalité du parcours. La boucle était bouclée, c'est-à-dire qu'on identifiait un besoin et on allait jusqu'à celui qui pouvait répondre aux besoins. Donc, c'est un travail qui est en cours, qui prend du temps parce qu'il y a des systèmes qui existent par ailleurs sur les maladies chroniques et on essaie de voir comment raccorder en fait l'annuaire plus général sur maladies chroniques avec la dimension cancer. Cancer qui est une maladie chronique, évidemment, le plus souvent. Donc, du coup, voilà un peu l'idée où on en est. Ça devrait aboutir, je pense. Mais c'est des discussions qui sont un peu longues, on va dire, sur le contenu et la manière de voir les choses. Voilà. Une question aussi importante que les précédentes, mais de Florence Ménessier. J'espère que je présente bien votre nom, mais en tout cas autour de la place du pharmacien d'officine, non seulement dans l'information en fait aux patients, mais peut-être avec des documents d'information qui pourraient remettre. C'est vrai que le pharmacien a aussi une mission de conseil à la santé pour la santé, et notamment pour les malades. Donc, est-ce qu'ils ont des choses disponibles à leur disposition? Alors, des choses disponibles à leur disposition, les fiches que l'on a donc établies, elles sont disponibles pour eux. On avait même mis une fiche de conseil sur qu'est-ce qu'il faut faire comme activité physique. On l'avait faite, cette fiche, donc elle est accessible aussi. Alors, je ne sais pas si elle a été en production, mais enfin, on l'avait rédigée, donc il faudrait peut-être qu'on le rematche et qu'on la mette à disposition. Je crois que, comme ils le disent, ce sont des maillons importants du parcours, pas que dans le cancer d'ailleurs. Et donc, c'est souvent des gens qui connaissent très très bien les patients, puisqu'ils les voient à peu près tous les mois. Et donc, il faut les inclure là-dedans, dans une dimension éducative et d'orientation dans le parcours. Oui, tout à fait. Donc, si les gens sont motivés pour ça, il n'y a aucun problème. Il faut juste qu'ils se manifestent et qu'on les associe, on va dire, dans les éléments de parcours du patient, comme peut l'être l'infirmière à domicile, comme peut l'être même presque des fois le médecin généraliste, quand il y pense évidemment, mais disons que c'est plein d'éléments, plein d'acteurs qui peuvent être peu ou prou des acteurs du parcours qu'il faut favoriser, et le patient lui-même. Et je crois que c'est important. Il ne faut pas tout faire reposer sur les acteurs sanitaires. Il faut aussi que le patient soit vraiment coopérant sur cette dimension, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait l'information dès le traitement initial du cancer. On avait même réfléchi initialement à mettre une case dans la RCP en fait, initiale du cancer, patient informé ou patient ayant eu les informations autour de l'hygiène de vie, post-cancer, etc. Bon, on n'est pas allé jusque-là, mais on pourrait imaginer que ce soit un élément drivant, un peu conduisant à un parcours, à un plan de soins dès le départ, dès l'annonce du diagnostic presque, et l'établissement du plan de soins. Voilà. Parfait, merci des réponses courtes. La question qui est posée sur le financement sert finalement de transition avec ma présentation. Effectivement, il y a le message d'Elisabeth Daretz en évoquant le fait qu'il y a le site Occitanie Sport Santé qui donne des informations, mais vous avez également au niveau du ministère, au niveau de l'INCa, au niveau d'un certain nombre d'acteurs, y compris de l'INSERM, des informations données, mais effectivement, on pourra aussi vous partager des documents qui peuvent être utiles. Donc, si vous
permettez, donc on va changer. Marc va devenir l'animateur pour les questions que vous aurez à me poser et je vais présenter cet élément-là qui a été, merci pour la transition, Bruno Bedeau, sur les questions autour des financements. Donc, je vais partager mon écran tout de suite. J'espère que vous le voyez. Ça marche, c'est bon. Et je vais reprendre à partir du premier. Donc, je suis professeur à l'Université de Montpellier. J'ai un double doctorat. Je co-dirige un institut qui s'intéresse donc à l'épidémiologie et la santé publique sur Montpellier. Je travaille également dans l'équipe de soins de support dirigée par Pierre Sénès à l'Institut du cancer de Montpellier. Et je préside une société savante qui s'intéresse à l'évaluation des interventions non médicamenteuses. Je vais vous dire que effectivement le financement du sport santé, de l'activité physique adaptée, c'est le sens de l'histoire. Et je voudrais juste vous dire à quel point on prend cet exemple-là, que l'assurance maladie, puisque je commence un peu à vieillir, c'était un serpent de mer et on pouvait imaginer que les psychothérapies ne soient jamais remboursées par l'assurance maladie. Et vous avez vu ici une publication assez récente, le 8 avril 2022, mentionnant qu'aujourd'hui, le traitement de la dépression peut aussi se faire avec une intervention non médicamenteuse spécifique, une psychothérapie particulière qu'on appelle une thérapie cognitivo-comportementale et qu'elle est prise en charge par l'assurance maladie. Et je pense que c'est le sens, en fait, de la logique de toute solution de santé voulant être financée, c'est d'avoir un travail amont scientifique qui va démontrer les bénéfices, mais comme l'a très bien dit Marc, également identifier les risques pour avoir ensuite un financement, et un financement de quel ordre on va aller plus loin. Donc, le sens de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute, et Marc l'a bien expliqué pour les risques, mais de la même façon pour les bénéfices, que vous ayez trouvé, vous pouvez télécharger gratuitement ces documents de l'INCa, de l'Institut national du cancer, de la Haute Autorité de santé en 2018 ou de l'expertise collective INSERM dans laquelle j'ai pu participer en 2019. Et il y a un chapitre qui est consacré au cancer. Je vous invite vraiment toutes et tous à le lire. Vous avez là les éléments tout à fait indispensables, scientifiques, qui justifient qu'un programme d'activité physique adaptée soit prescrit pour les malades. Et j'en ai fait un papier de synthèse. Donc pour celles et ceux qui le souhaitent également, on pourra distribuer ce papier avec un certain nombre de collègues. On fait un tour de la littérature pour dire qu'aujourd'hui, il y a bien un protocole et comme l'a dit Marc, d'une part à visée de réduction des symptômes, d'autre part à amélioration de l'autonomie et effectivement le patient va parler d'autonomie alors que le médecin va parler d'aptitude physique, mais également de contribution à l'amélioration de la qualité de vie et évidemment dès le diagnostic du cancer. Je crois que c'est aussi un élément important. Ce n'est pas qu'une activité physique après cancer, mais que dès le diagnostic, tout patient devrait bénéficier d'un programme d'activité physique adaptée. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on a un cadre réglementaire qui se met en place et évidemment cette prescription d'un programme d'activité physique adapté en fonction, comme l'a dit Marc, personnalisé en fonction du patient, avec des doses particulières, avec des intensités particulières, rentre en ligne de compte, mais effectivement, il y a encore pas mal de difficultés. Peut-être que vous allez me poser des questions sur les difficultés. Oui, mais en tout cas, c'est le sens de l'histoire qu'aujourd'hui, cette prescription se fasse, avec la perspective ici, vous voyez, d'un nouveau décret qui a été publié en 2020, qui montre que non seulement on est dans le pendant traitement, mais on est aussi dans l'après-traitement et il y a un décret spécifique qui montre qu'on doit nécessairement faire un bilan et avoir des prestations qui sont proposées aux patients sur l'année qui suit les traitements du cancer. Donc c'est une obligation et vous voyez que la science commence à diffuser finalement dans la partie réglementaire et que ça se met en place, mais que tout n'est pas clair. Je vous invite pour celles et ceux qui voudraient avoir quelques informations plus détaillées sur les financements de toutes ces interventions non médicamenteuses. C'est une vidéo qui a été faite par l'ancien directeur adjoint de la CARSAT Languedoc-Roussillon, qui s'appelle Michel Noguès, et qui montre que oui, et vous allez peut-être aussi me poser la question dans le chat, qu'il y a énormément de bricolage aujourd'hui sur les financements
des activités physiques pour les malades. Clairement, on n'a pas une solution idéale avec l'idée que la prestation va être remboursée par l'assurance maladie. Il y a des initiatives sur le territoire de toutes parts, parce qu'effectivement, le territoire il est aussi divers. On ne peut pas comparer Toulouse et on ne peut pas comparer la ville de Florac. Il y a forcément des solutions à trouver qui sont aussi territorialisées, mais en tout cas, il y a des financements, il y a des cofinancements et il y a un intérêt de plus en plus important de l'ensemble des acteurs, qu'ils soient publics ou privés, à soutenir la prescription et le remboursement des programmes d'activité physique adaptée. Et c'est la raison pour laquelle on s'était dit qu'on allait peut-être vous dire comment il fallait faire, et on a peut-être changé de position. Et la proposition qu'on vous fait, vous êtes nombreux, c'est de plutôt participer à une enquête sur les différentes modalités de financement en Occitanie, et ni en région parisienne, ni en région Aquitaine ou ailleurs, peu importe, mais avec l'idée que finalement, en collaboration donc avec donc le réseau Occitanie, avec notre unité INSERM, et également donc une société savante qui s'intéresse à ce thème, donc la NPIs, et enfin le département universitaire de médecine générale, je crois qu'on a vraiment besoin de faire le tour de toutes les modalités de financement, parce qu'effectivement, il y a des initiatives dans tous les sens sur le territoire, on ne les connaît pas toutes, et si on vous avait proposé une photographie en disant c'est plutôt ce financement ou ce financement, je crois que toutes les initiatives sont bonnes à prendre pour les malades, et qu'on trouve peut-être une synthèse qu'on pourrait vous proposer. Donc, l'idée, c'est que dans le chat, je ne sais pas si vous avez la possibilité, Nathalie ou peu importe qui de l'équipe du réseau Onco-Occitanie, de vous partager effectivement donc le site qui permettrait de voir ce questionnaire, et sur lequel ce que je vous propose, mais on peut en discuter, de faire en fait une lecture pour celles et ceux qui le veulent de ce questionnaire, et vous pouvez me renvoyer un email pour souhaiter des corrections, des modifications. Je pourrais vous proposer par exemple jusqu'au 20 mai qu'on puisse modifier, optimiser ce questionnaire, et ensuite qu'on le lance officiellement avec un petit peu d'événements type réseau social, et que vous puissiez le partager à l'ensemble des personnes qui s'intéressent à l'activité physique et au financement de l'activité physique le 23 mai. Et qu'on se donne jusqu'au 30 juin, par exemple, pour permettre d'avoir un retour de ce questionnaire, qu'on puisse faire une analyse en juillet, et que vous ayez des retours avec une synthèse, avec une publication également sur le site du réseau Onco-Occitanie, mais qui montre finalement qu'on a en région beaucoup d'initiatives, et que notre région, elle n'est pas faite uniquement de grandes villes, elle est faite aussi de petites villes, elle est faite aussi de villages, elle est faite aussi de patients qui sont très, très en souffrance, et qui ont besoin d'offres d'activité physique et de modalités de financement qui sont parfois assez étonnants. On peut trouver des mutuelles, on peut trouver des conseils départementaux, on peut trouver également des financements autour des articles 51, on peut trouver également des financements avec les maisons sport santé, on peut également trouver des associations, des bénévoles, etc. etc. Il y a plein d'initiatives, mais je pense qu'on a là aujourd'hui à faire une photographie d'une diversité qui montre à la fois le dynamisme du secteur, l'envie des professionnels de l'activité physique adaptée, du sport d'avancer dans une stratégie qui est écrite ainsi jusqu'en 2024. Donc voilà, donc essayez, si vous le souhaitez bien, si vous le souhaitez en tout cas, de me renvoyer toutes vos critiques, tous vos commentaires sur donc ce questionnaire qui vous est proposé en ligne et que vous devez avoir dans le chat jusqu'au 20 mai. Et si vous en êtes d'accord, on lancerait le 23 mai la possibilité d'y répondre jusqu'au 30 juin. Voilà ce que je voulais vous dire de façon synthétique. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais voilà, si on veut avoir un quart d'heure pour encore discuter, c'est donc à vous, et donc c'est Marc qui lit les questions. Oui, alors, les questions, merci beaucoup, hein, Grégory. Moi, j'aurais une première question sur le dispositif après cancer. Tu sais, il y a eu des textes qui ont été publiés courant 2020, avec des appels d'offres qui ont été lancés en 2021, avec du coup un financement de 180 € pour un bilan autour de l'activité physique, la diététique, le suivi psychologique.
Est-ce que tu as, toi, notion d'action ou de dépôt de dossier en Occitanie sur ce domaine-là? Non, concrètement, en tout cas, le gros problème, c'est que pour moi, c'est quasiment pas de l'activité physique. On est en train de financer des bilans, mais pas de C'est du l'activité bilan, physique. ouais. Hein. Et tout l'enjeu, c'est, en tout cas de notre discussion, c'est effectivement de financer le bilan. Pourquoi pas, désolé, l'hélicoptère, c'est moi là. Mais également de financer l'activité physique, donc la prestation en tant que telle. Et en effet, il y a une volonté, et je pense que c'est pertinent de la part du décideur public qui s'appuie sur des travaux scientifiques et également sur ce que tu viens de dire très justement, d'avoir là un examen spécifique, un bilan, sans employer le terme de diagnostic, mais en tout cas une évaluation des ressources du patient à pratiquer l'activité physique, une évaluation ses bénéfices et ses risques. Ben non, aujourd'hui en tout cas, ça reste du bricolage et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a un frein extrêmement fort de la part en particulier des médecins généralistes à prescrire l'activité physique parce qu'ils ne savent pas à qui adresser pour ce bilan. Pour certains, ils voudraient le faire, mais ils se disent que peut-être qu'il y a des personnes compétentes qui pourraient le faire. Et ensuite, il y a tout le financement de l'activité physique en tant que telle. Donc, on est vraiment dans une situation plutôt aujourd'hui très artisanale sur laquelle la verticalité parisienne a posé le cadre général. Mais dans les faits, effectivement, c'est relativement épars et peu développé. Oui, voilà. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a des propositions, mais les mises en œuvre sont difficiles. C'est pareil pour le décret, effectivement, d'activité physique et les modalités de prescription pour les médecins généralistes. Ça, c'était un peu avant encore. Et finalement, ça n'a pas vraiment pris, puisqu'il n'y a pas vraiment, c'est pas à la mesure de ce qu'on attend. On est d'accord. Donc, alors, sur les autres questions que je vois, je vois Benoît Maury qui parle justement de l'appel d'offres là, dont je parlais, qui dit certaines structures, dans le cadre de cet appel d'offres, financeront l'activité physique, mais sur nos fonds propres. Voilà, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire qu'ils vont faire peut-être quelques bénéfices sur les bilans, mais derrière, la mise en œuvre de l'activité physique, elle sera sur notre fonds propres. Ouais, c'est sûr. Et ensuite, le rôle des maisons de santé, je pense, c'est ça, est aussi d'aider les docteurs à faire ce lien pour permettre de mettre en place l'activité. Ouais, tout à fait. C'est effectivement, oui, c'est effectivement un point important. C'est dans leur mission. Moi, je crois qu'il y a vraiment là, j'ai visité celle de Nîmes que je connais mieux, et puis il y en a une qui est également ouverte sur Montpellier. Je ne les connais pas toutes, mais en tout cas, il y a eu des actions. Je crois que vous faites même des pubs il y a 47 maisons sport santé en Occitanie. Hein, donc effectivement, il y a aujourd'hui un appel, et c'est le dernier appel, puisque la ministre, Madame Buzyn, avait évoqué qu'il devrait y avoir 500 maisons de santé en France. Donc l'Occitanie a une dynamique assez importante. Et oui, je pense qu'en effet, dans ces maisons de santé, c'est aussi l'occasion de pouvoir, s'il y a des médecins, pouvoir faire effectivement ces bilans, ces ressources, et accompagner d'un spécialiste, pourquoi pas un master en activité physique adaptée, pouvant donner ces bilans-là. Mais il y a toute une organisation à mettre en place. Et effectivement, il y a encore un frein ou une méconnaissance également d'un certain nombre de médecins généralistes, par exemple, à dire « j'aimerais bien le faire, mais je ne le fais pas ». Donc ces tuyaux-là, ils vont se faire. C'est vraiment ce que j'évoquais, un sens de l'histoire, mais sur lequel, pour l'instant, les ressources financières manquent et que c'est parfois des bricolages, soit de dotations générales qui sont obtenues, soit dans les structures parfois de soins de suite et de réadaptation sur lesquelles ils vont avoir des compétences spécifiques, mais on revient à l'hôpital, sur lequel les kinés vont aussi avoir un rôle à jouer, mais sur lequel ce n'est pas très organisé, oui, je suis d'accord. Bon, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas d'autres. Alors, je vois que Mme Daretz a effectivement rappelé de l'ARS, du coup, rappeler le site, donc il y a Occitanie Sport Santé, c'est le fameux annuaire dont vous parlez, avec lequel on essaie d'évoluer vers, évidemment, aussi toutes les maladies chroniques, dont le cancer, évidemment. Donc, c'est finalement la bonne adresse pour trouver cet annuaire qui est en train d'être constitué. Il y a une question sur une patiente qui a des métastases osseuses. Que lui dire si elle veut faire du sport? Alors, c'est typiquement là des situations où il y a besoin d'un bilan, justement, pour bien comprendre ce qu'on entend par métastases osseuses. Est-ce qu'elles sont lithiques? Est-ce qu'elles sont condensantes? Où elles sont placées? Tout ça, c'est des choses c'est difficile de répondre là-dessus sans avoir un peu plus de détails. Donc, c'est typiquement une situation où là, ça vaut le coup de faire appel à quelqu'un qui peut analyser la prescription et donner des recommandations là-dessus. Mais ce n'est pas impossible d'imaginer quelque chose. Alors, est-ce que ça sera du sport?
et ça sera plutôt de l'activité physique adaptée, je pense, que du sport réellement. Mais tout est imaginable. J'ai aussi envie d'évoquer la question aussi tu l'as bien positionné, mais je voudrais le dire et le redire. Les messages bougez plus de santé publique sont évidemment pertinents et sont pertinents, y compris pour les patients atteints de cancer. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une mission suffisante. On doit aller plus loin et la science montre bien que non seulement il faut d'une part lutter contre la sédentarité, et donc avoir des actions de lutte contre la sédentarité, c'est-à-dire même se tenir debout, faire son jardin, faire son ménage, on lutte contre la sédentarité. Et les recommandations aujourd'hui, c'est moins de 7 heures par jour assis ou en position allongée dans la journée. Et en même temps, pour un patient atteint de cancer durant ses traitements ou après ses traitements, il y a une littérature très, très, très importante qui permet de dire qu'il y a un programme d'activité physique, soit lorsqu'on est dans les traitements à réduction en particulier des symptômes, voire de complément aujourd'hui d'un certain nombre de traitements, et en particulier des chimiothérapies et des immunothérapies. Et ensuite, dans l'après-cancer, il y a également des pratiques qui vont être spécifiques sur lesquelles on va prévenir des récidives. Et on a des chiffres qui sont, et tu l'avais évoqué, mais moins 38% de risque de récidive pour un cancer du sein, un cancer de la prostate, pour des patients et un cancer du côlon, c'est vraiment pas rien. Donc l'activité physique est vraiment rentrée comme une solution non médicamenteuse. Quelqu'un voulait poser une question, mais comme votre micro est coupé, je suis navré, vous devez les poser absolument dans le chat pour qu'on puisse marquer. Alors, j'ai une question. Est-ce que le mot prescription n'a pas trompé le patient ou la population dans le fait que cela soit remboursé par la CPAM? Intéressant. Cette question est essentielle et je pense que si on était au siècle dernier, et vraiment j'insiste là-dessus, les données scientifiques étaient simplement, écoutez, bougez plus, au pire, ça ne vous fera pas de mal et ça peut vous faire du bien et c'est bon pour votre qualité de vie. Et donc, je cite en particulier un des plus grands chercheurs dans le monde qui s'appelle Kiri Kourneia, qui effectivement s'est battu pour dire qu'on n'en est plus à ce stade. Aujourd'hui, une pratique d'activité physique adaptée n'est plus strictement qu'un divertissement ou une activité sociale pour faire rencontrer des patients, mais bien une action qui va permettre de lutter contre les effets secondaires, d'une part, lorsqu'on est en phase de traitement, et ensuite, et de potentialisation de traitement dans certains cas de figure, et lorsqu'on est sorti des traitements lourds et hospitaliers, on peut avoir là donc une prévention des récidives, mais par un programme qui est suffisamment dosé. Et donc, comme on le dit bien, ce programme suffisamment dosé peut entraîner potentiellement des risques et que l'évaluation médicale amont de ce programme, mais j'aurais pu aussi te poser la question, Marc, je ne suis pas sûr qu'il ne faille qu'une évaluation et une orientation, mais il faut aussi qu'il y ait un suivi régulier avec le médecin parce qu'il peut y avoir une autre pathologie qui peut arriver, il peut y avoir d'autres complications à long terme après les traitements du cancer qui peuvent arriver et qu'en gros, il faut voir son médecin régulièrement pour avoir comme ça un bilan sur les capacités et potentiellement les risques autour de ça. Et je pense qu'il y a une meilleure formation à avoir également sur les professionnels de l'activité physique adaptée parce que comme ils sont rentrés dans des règles de prescription, d'intervention non médicamenteuse, ils ont vraiment un rôle pour minimiser les risques et notamment être formés aux précautions autour de la spécificité autour des traitements du cancer. Oui, je crois qu'effectivement, et c'est d'ailleurs un peu l'idée, développer les prescripteurs également, c'est-à-dire première pratique avancée, kiné, etc. Oui, le problème, c'est qu'il ne faut pas dissocier les gens de leur parcours habituel. C'est-à-dire que le médecin généraliste reste quand même la pierre angulaire du suivi de ses patients et il faut qu'il puisse être en interaction avec cette prise en charge quand même, comme il peut l'être sur une prise en charge, je sais pas, d'une addiction autour du tabac, d'une nutrition qui serait modifiée, etc. Enfin, il faut qu'il y ait vraiment une interaction et c'est un peu son rôle aussi de suivre l'affaire et de ne pas être dans la sous-traitance totale. Il faut pouvoir avoir des retours d'informations et pouvoir inférer avec des éventuels problèmes effectivement qui pourraient se passer. Et je crois que c'est important de ne pas dissocier les choses. Voilà. C'était exactement donc après, le sens du message. On est malheureusement, on est dans quelque chose qui est pas dans un remboursement classique, effectivement. Alors l'idée de la prescription et notamment le Vidal du sport qui était sorti aussi un peu comme ça, c'est vrai que ça a mis dans une idée d'une comparaison avec le médicament. Et c'est bien, mais c'est pas bien à la fois parce qu'effectivement, on n'en est pas encore là en termes de remboursement. Probablement qu'on n'y sera peut-être jamais d'ailleurs.
parce que voilà, c'est l'évolution des choses. La Sécu ne paiera pas pour l'entièreté des soins physiques de ce type. Voilà, probablement que non. Mais bon, pour autant, il faut avancer quand même. Et c'est pas impossible de mettre en place ces choses de manière différente, avec d'autres financements peut-être. Mais effectivement, on n'est pas dans un schéma classique comme on l'a sur le médicament actuellement, c'est sûr. Oui, mais Alors, comme je l'évoquais ouais. au début, juste voilà, pour la psychothérapie, dans le début de mes études, hein, on était vraiment sur l'idée que jamais une psychothérapie serait remboursée par un psychologue qui n'est pas légalement un professionnel de santé au sens du Code de santé publique, et pourtant, ça se fait. Donc, en Australie, ça se fait également. Il y a 6 séances qui sont prescrites. Je vous invite d'ailleurs à voir la conférence sur un congrès. On fait un congrès sur cette thématique-là, et notre collègue australienne disait qu'il y avait 6 séances qui étaient remboursées par l'assurance maladie. Donc après, c'est des choix politiques, mais je crois que tout ça se met en place et que effectivement, pour l'instant, on est bien au stade du bricolage. Marc, pardon. Ok. Donc après, Mme Daretz parle du financement de projets d'activité physique dans le droit commun. Ouais, elle parle de l'article 51. C'est ce que tu disais, effectivement, il y a des solutions de ce type. Bon, le truc, c'est que faut dire aussi que toutes ces solutions qu'il y a sont quand même elles ont une certaine lourdeur quand même pour ceux qui portent les projets, il faut quand même le savoir. Il faut rendre des comptes, il faut instruire tous ces dossiers. C'est pas simple, quoi. Voilà, faut quand même le dire. Donc d'où l'intérêt, je pense effectivement, de créer des réseaux pour orienter, ça c'est clair. Tout seul dans son coin, c'est compliqué. C'est un peu l'objet du groupe. On essaie de trouver peut-être des schémas un peu plus réseau pour fonctionner et donner des idées et une facilité surtout de mise en œuvre pour les territoires de santé dont on s'occupe. C'est vrai que c'est difficile dans son coin seul d'avoir des réponses adaptées quand on voit la complexité des dossiers qu'il faut remplir et derrière des lourdeurs administratives que ça représente. J'en suis totalement conscient. Il y a actuellement, selon le ministère des Sports et également côté santé, 26 article 51 en France sur le sport santé. Donc c'est pas rien. Eh oui. Donc ces initiatives sont en train de montrer les intérêts et les limites. Mais ce qu'on va vous faire, et vraiment, on vous invite à répondre donc à cette enquête, que vous soyez donc un offreur de systèmes de solutions de santé. J'ai lu Ghislain Quay tout à l'heure, donc que ce soit à distance ou que ce soit donc avec de la visioconférence ou autre, on peut faire aussi l'activité physique de cette façon, ou au contraire en présentiel ou dans les associations. Je vous invite vraiment à partager vos pistes de financement, vos financements actuels. On va en faire un bilan et on va potentiellement, et avec Madame Daretz si elle veut bien, mais en tout cas faire l'inventaire des possibilités de financement, et on peut être extrêmement surpris. Moi, j'ai été très surpris, par exemple, sur le crowdfunding, des associations qui vont tout d'un coup récolter des fonds et de façon significative. Je sais que dans les tuyaux, il y a également un grand débat actuellement sur la réduction de la TVA. C'est idiot, mais de dire que pourquoi des fenêtres sont, lorsqu'on change les fenêtres chez soi, c'est uniquement une TVA à 5% et pas une TVA à 20%, eh bien, il est aussi possible de discuter pour réduire les coûts, notamment de TVA lorsqu'il y a des prestations. Donc, je crois qu'il y a vraiment là plein de pistes de financement que peut-être notre secteur connaît moins et sur lequel on veut en faire un inventaire pour vous aider dans le réseau Onco-Occitanie d'avoir vraiment un guideline sur l'ensemble des pistes et des possibilités. Et je pense qu'on est bien meilleur avec tous les acteurs de terrain plutôt que de rester chacun chez soi et en disant qu'on a un petit financement. Je pense que voilà, la Ligue contre le cancer offre des possibilités incroyables. Les fondations offrent aussi des appels d'offres, mais tu l'as très bien dit, Marc, actuellement, ces financements ne sont pas pérennes et ces financements sont ponctuels avec des dossiers qui sont épouvantables. Oui, mais en tout cas, tout ça participe au fait que s'il y a autant de patients traités pour un cancer, et en particulier en Occitanie, je pense qu'on va améliorer les solutions et qu'elles existent. Mais elles sont partielles. Dernière question, c'est Luc Nguyen qui la pose. Pensez-vous que c'est possible d'inclure de façon systématique une consultation de suivi d'activité physique adaptée en post-opératoire ou en post-traitement, par exemple, comme celle qui existe déjà pour les cicatrisations? Mais oui, c'est juste obligatoire. Ça va devenir obligatoire. La littérature, alors là, je m'exprime non pas parce que je ne suis pas un clinicien, je suis un chercheur, mais aujourd'hui, ne pas proposer à un patient, et je pèse mes mots,
un programme d'activité physique, parce qu'il a été traité pour un cancer, réduit ses chances de vivre durablement avec une bonne qualité de vie et éventuellement risque de le faire avoir un second cancer. Donc, c'est effectivement quelque chose qui ne coûte pas cher et qui devrait être fait. Donc, c'est le sens de l'histoire. Encore une fois, je voulais finir là-dessus, et d'une note optimiste, mais oui, vous avez absolument raison et tout patient devrait en passer par là. Est-ce que peut-être qu'en fonction du risque, on va alléger ce bilan pour certains patients, parce qu'effectivement, le risque est important et c'est aux médecins d'évaluer si le risque est peu important et que ce bilan peut être peut-être plus light. Mais oui, on réfléchit en particulier à l'Institut du cancer de Montpellier, mais que tout patient qui va avoir un diagnostic puisse avoir au moins une sensibilisation, voire une action et voir un bilan, voire une prestation d'activité physique si c'est nécessaire. Oui, donc on est bien sur l'idée de ce qu'on disait, évaluation, puis détermination du plan d'action, c'est ça. L'un ne va pas sans l'autre, et encore une fois, le plus dur va être finalement de mettre en œuvre l'organisation dans chacune des régions et chacun des départements, mais je crois que c'est vers ça qu'il faut tendre, c'est clair. Donc bon, ça on ne peut pas donner de réponse générale pour ça, mais je pense que chacun dans son territoire, dans son département peut mener des actions autour de ça, aller voir les médecins des parcours d'oncologie pour en discuter. Alors c'est là aussi que c'est difficile parce qu'évidemment il n'y a pas un cancer mais des cancers, c'est ça le problème aussi, hein, c'est que pour toucher tout le monde en même temps, c'est compliqué. Donc, il faut avoir. Alors que l'activité physique, finalement, ça répond à toute situation quasiment. Donc, du coup, difficile de les réunir tous en même temps, etc. Mais globalement, un schéma général de consultation autour de ce thème-là me paraîtrait hyper intéressant. Après, il faut voir qui le fait, quelles sont les ressources, et on ne les a pas toujours, malheureusement. Voilà. Tout à fait, mais évaluons les besoins, progressons dans l'évaluation des besoins, commençons à identifier véritablement qui pourrait le faire, comment en fonction des risques, et je pense qu'on va avancer de façon significative. Et on traite des cancers, mais on traite aussi des personnes qui ont le cancer, donc c'est encore plus compliqué, parce qu'effectivement, il peut y avoir d'autres troubles, et pas uniquement que les cancers. Je crois qu'il est temps, puisqu'on s'était dit qu'on finissait pile poil à l'heure. Voilà, on a rendu... Enfin, on a respecté le cahier des charges, je crois. Donc, écoutez, merci à tous. Je ne sais pas si, pour conclure, oui, peut-être, on va laisser la parole. Beaucoup. Merci à vous. Marc, merci Grégory, merci beaucoup pour vos présentations respectives. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire sur l'activité physique et cancer. Vous étiez une 50aine de participants. Pour rappel, le replay sera mis en ligne sur le site du réseau Onco Occitanie avec les diapositives de nos intervenants. Si vous avez la possibilité de remplir le questionnaire de satisfaction qui est dans le chat pour nous aider à nous améliorer sur les prochains webinaires, je vous donne également rendez-vous sur la prochaine session des jeudis d'Onco Occitanie qui sera consacrée à l'oncosexualité. Donc, c'est le jeudi 30 juin de 13h à 14h, toujours sous format webinaire avec Zoom. Nathalie, je te laisse conclure, pardon. Non, juste rappeler effectivement que vous avez eu le lien pour le questionnaire. Hein, donc, ceux qui souhaitent aller le regarder et nous faire part de leurs commentaires, soit directement à Grégory, soit en passant par le réseau à votre convenance. Merci à tous de votre participation à cette belle session. Et à très bientôt. Merci, bon après-midi. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.